Bonsoir, messieurs et dames. Nous sommes dimanche et naturellement, comme en ce jour chaque semaine, vous avez droit au JDS, journal du dimanche au soir. Lequel JDS aujourd'hui sera marqué en politique par les questions de réconciliation nationale avec un collectif pour la cause qui demande la reprise ou plutôt la prise en compte du bilan de la journée de pardon de mars 2021. C'était hier samedi, le détail du point de presse dans quelques instants. Et puis économie, construire un monde alternatif où l'agriculture bio, locale et familiale seront la locomotive. C'est ce qui était au cœur de la première édition du festival alimentaire. Nous reviendrons sur les enjeux que cela implique avec l'organisation non gouvernementale belge SOS Fin. Et puis économie, toujours, l'association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane agréés était en assemblée générale. C'était vendredi dernier. Nous recevrons son secrétaire général et aborderons entre autres les questions des réformes de la direction générale des douanes. Tout cela puisqu'il s'agit d'économie avec David Nana. Et puis on va aller aussi dans la partie sport à la découverte d'un sport mécanique, le karting. Qu'est-ce que c'est ? Pour le découvrir, restez donc fidèles au déroulé de ce journal du dimanche au soir. La première actualité, elle est politique et c'est maintenant. Le COREN, collectif pour la réconciliation nationale, a animé une conférence de presse hier samedi 27 mars. Objectif, donner sa lecture du processus de réconciliation nationale entamé au Burkina Faso. Le collectif souscrit à la démarche en cours, mais pour lui, cette réconciliation, pour qu'elle soit vraie et sincère, doit passer par le pardon, l'inclusion et le bilan de la journée de pardon de mars 2021. Plus de détails avec Maxime Jean de Bambara. La réconciliation nationale serait incomplète si elle ne traitait que la partie visible de l'iceberg. C'est la conviction du COREN, collectif de réconciliation nationale au Burkina Faso, qui appelle à un travail de fond pour une réconciliation vraie et sincère. Ce collectif souscrit au processus de réconciliation nationale en cours, qui pour lui est plus qu'une nécessité. Il en veut pour preuve les crises socio-politiques que le Burkina Faso a connues depuis 1960 et qui ont entraîné des destructions des biens publics et privés, des expropriations abusives, des décisions de justice non ou mal exécutées. Autant de situations qui font le lit aujourd'hui des frustrations individuelles et collectives et qui mettent à mal le vivre ensemble des Burkinabés, se convainc le collectif. La réconciliation nationale que nous appelons de tous nos voeux au COREN doit intégrer la valeur du pardon suivant la philosophie du proverbe burkinabé qui soutient que ceux qui veulent se réconcilier ne comptent pas les tombes. En effet, si les parties se mettent à compter les tombes, l'une après l'autre finira par trouver qu'elle a plus de victimes et pensera qu'elle sera gruguée dans la réconciliation nationale. En appelant au pardon, le Coran privilégie la tolérance pour renforcer le vivre ensemble de nos communautés nationales. Cette réconciliation nationale que le COREN appelle de tous ses vœux doit être, selon son président, inclusive et participative, c'est-à-dire prenant en compte les préoccupations du politique, du monde économique et des partenaires sociaux. Contrairement au triptyque vérité, justice et réconciliation que proposent certains, pour le COREN, cette réconciliation doit passer par le pardon, l'inclusion et le bilan de la journée de pardon de mars 2001. Nous pensons que la réconciliation est une affaire inclusive et une affaire nationale. Et le collectif a été créé exprès pour permettre à la grande majorité des acteurs économiques, et des plus faibles et des sans voix, de pouvoir participer et d'être vraiment la vraie proximité de cette table de réconciliation. Il est quand même nécessaire de consigner, de faire de la restitution pour que les jours à venir, il n'y ait pas de confusion sur le travail qui a été fait, qui a perçu, qui n'a pas perçu. Parce que si vous regardez par le passé, je prends l'exemple sur la récente réconciliation du journée de pardon, c'est des choses qui ont été simplement discutées avec quelques victimes et puis c'est terminé.
Là, nous parlons du peuple tout entier. Créé en janvier 2021, le collectif de réconciliation nationale compte aujourd'hui plus d'une cinquantaine de membres et entend jouer pleinement sa partition pour l'aboutissement de ce processus de réconciliation nationale qui pour lui est plus qu'une nécessité pour un Burkina Faso de paix et de cohésion sociale. Le Coren donc qui demandait que soit pris en compte le bilan de la journée de pardon de mars 2001. Et après cela, la rubrique que nous allons à présent, dans laquelle nous allons donc nous engouffrer, c'est celle économique. Et dans cette rubrique économique, je suis toujours avec David Nada. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Merci d'être encore avec nous. C'est toujours un plaisir. On va commencer par une actualité. Et c'est la première édition du festival alimentaire qui a débuté jeudi dernier. Et ce festival a clos ses portes hier samedi à Ouagadougou, à l'espace culturel Gambidi, comme vous le voyez en image, initié par l'organisation non gouvernementale belge SOS Fin et Scène Film. À travers Ciné Droit Libre, ce festival a promu la construction d'un monde alternatif où l'agriculture bio, locale et familiale seront donc la locomotive. Une édition qui a eu pour parrain, comme on le voyait en image, Yacouba Savadogo, prix Nobel alternatif 2018. Le festival alimentaire a été animé de projections, de prestations, d'artistes engagés, d'expositions, ventes et de débats animés par des personnes averties des questions environnementales. Et pour les organisateurs, toute cette activité vise à mettre en lumière les désordres alimentaires mondiaux. Nous recevons d'ailleurs sur ce plateau Madame Alimata Savadogo. Elle est la représentante pays de SOS Fin qui a organisé avec l'association CM Film ce premier festival alimentaire. Elle est économiste de formation. Elle est aussi, elle a été cadre de banque. Elle a une carrière donc bancaire connue, très imprégnée des questions de développement. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Monsieur Geoffroy. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi, j'ai déjà une première question, si vous permettez, David Nana. Je vais commencer. On retrouve SOS Fin dans un festival qui met en avant, c'est vrai, les questions de développement, mais vous, à la base, on vous retrouve un peu bien loin de la capitale, en milieu rural, de façon directe à impacter. Qu'est-ce qui vous amène dans un festival? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais au nom de SOS Fin et à mon nom propre vous remercier pour cette invitation et vous remercier aussi de l'intérêt que vous portez à ce festival qui est à sa première édition. Et je suis honorée aussi d'être ici sur ce plateau de la télévision citoyenne 3 TV. C'est bien. Alors, qu'est-ce qui nous amène dans un tel festival? Il faut dire que le festival alimentaire déjà existe dans plusieurs pays, en Afrique comme en Europe. Et nous, ONG de développement, travaillant avec les organisations de producteurs au niveau local, nous avons initié ce festival pour, d'une part, sensibiliser, informer le public, le grand public déjà sur les enjeux du moment, notamment produits tout en préservant les ressources naturelles, et aussi diffuser de bonnes pratiques pour les praticiens. Donc nous avons pu diffuser plusieurs films avec des ciné-débats et avec aussi des échanges autour de ces problématiques majeures que nous connaissons actuellement, en lien avec le développement de l'agriculture dans notre pays notamment. Et puis il y a le visage quand même qu'on a vu, le parrain de ce premier festival, c'est un grand symbole quand on parle de ce grand monsieur, parce que c'est pas rien que de dire, parvenir à stopper la forêt alors que vous commenciez sans que personne autour n'y croit, et plusieurs décennies après, c'est quelqu'un qui a beaucoup à partager. Absolument, absolument. Ça a été d'ailleurs le premier film qui a été diffusé lors de la cérémonie d'ouverture. Et tous les festivaliers étaient vraiment unanimes que c'est un exemple de persévérance, de conviction, et qu'il était effectivement important de valoriser le travail abattu par ce papa et aussi de pouvoir partager
et cette connaissance qu'il a eue et cette envie, voilà, d'apporter aussi sa contribution pour stopper le désert et de partager surtout avec les jeunes. David? Alors, on vous entend parler, vous avez dit que c'est un festival qui existe déjà ailleurs. Je veux savoir si est-ce que déjà vous avez pris langue avec ces pays qui organisent ce festival pour tirer peut-être des expériences ou même les inviter aussi pour cette première édition. Alors, SOS fait Belgique, déjà au niveau de la Belgique, travaille avec ces différents pays qui ont déjà réalisé ces festivals au niveau de ces différentes capitales. Et aussi, nous, au niveau du Burkina, avant de vraiment lancer ce festival, nous avons pris contact avec notamment le Sénégal, la RDC, qui déjà voilà, ont ces festivals pour avoir aussi tiré le son de ce qui se passe là-bas avant de travailler. Du reste, c'est ce qui nous a amené à travailler avec CMFilm, qui a déjà une expérience dans l'organisation de ce type d'activité. On va dire le film pour sensibiliser, le film pour défendre ce qu'on a comme conviction sur certaines questions. Mais parlez-nous justement de SOS Fin pour qu'on comprenne un peu pourquoi est-ce qu'on vous retrouve là sur ces questions. Merci, M. Joufoua. Je peux dire que SOS Fin est une ONG belge active dans la lutte contre la pauvreté et la faim et depuis 1964. Et pour ce qui concerne le Burkina, elle intervient depuis 1983 et ces interventions couvrent actuellement 5 régions du Burkina. Et nos axes sont notamment la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et nous avons aussi la finance agricole et rurale. Si la production des connaissances, parce que si vous voyez, SOS Fin fait beaucoup de diffusion, de production sur les bonnes pratiques en matière d'agriculture, et aussi le plaidoyer pour que effectivement les préoccupations du monde paysan soient prises en compte dans l'élaboration de nos politiques. Et pour dire que tout dans ce que je dis en résumé, nous sommes vraiment au cœur de l'agriculture familiale parce que nous pensons que l'agriculture familiale est à mesure de produire suffisamment pour les populations. Allez-y. Alors moi je voudrais savoir, c'est vrai qu'on peut peut-être s'imaginer que ce festival entre dans, je sais pas, j'allais dire dans l'élan, n'est-ce pas, du plaidoyer, mais quels sont les résultats que vous attendiez aux sorties de cette première édition pour vous? Alors, ce que je tire déjà de cette première édition pour avoir participé aux différentes activités, c'est déjà l'engouement, voilà, l'engouement des participants. J'avoue qu'on n'attendait pas autant de monde, mais nous avons eu une forte participation, une participation active d'ailleurs de tous les participants. Et nous avons aussi constaté qu'au niveau des thèmes qui ont été choisis, voilà, c'est des thèmes qui répondent aux attentes vraiment de ces participants qui sont venus écouter et suivre les débats. Alors, sur le plan plaidoyer, je peux dire que nous espérons et nous attendons en tout cas que, au sortir de ces débats, les propositions et recommandations qui ont été faites, qu'elles soient prises en compte par les décideurs pour vraiment prendre la balle au corps la thématique de l'agriculture familiale et de l'agroécologie pour apporter des réponses aux problématiques qui ont été posées lors de ces débats-là. Mais justement, vous parlez de la question des décideurs, des politiques. Vous faites la promotion de l'agriculture bio, locale, familiale. Lorsqu'on écoute souvent nos décideurs, c'est comment arriver à l'autosuffisance. Et quand on regarde bien dans les différentes politiques, c'est accroître la productivité, c'est passer par la recherche, trouver des moyens que sont les engrais, quelques apports qui sont de l'ordre chimique ou en tout cas pas bio, pour parvenir à une quantité plus intéressante pour les populations. Et quand on entend bio, on sait que les techniques sont vraiment différentes. On a la qualité à la fin, mais on n'a pas forcément la quantité. Est-ce que c'est facile de conjuguer ces choses-là? Bon, je ne suis pas une spécialiste du domaine, c'est vrai, mais pour avoir participé et suivre des actions et des pratiques agroécologiques sur le terrain, j'ai pu voir de visu la capacité de pouvoir aussi produire avec des bons rendements à travers justement ces pratiques-là. Et nous avons
avons dans notre approche, notre appui aux organisations, initier des champs écoles pour effectivement prendre en compte ces aspects. Mais du reste, je suis d'accord avec vous que cette transition de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture agroécologique est assez difficile, effectivement, et nous travaillons progressivement et nous pensons qu'à travers justement ce genre d'activité, nous allons encourager des actions citoyennes à la faveur de la promotion de l'agroécologie, parce que vous le savez, c'est un enjeu majeur quand même. La population augmente, les terres ne sont pas extensibles, mais si nous continuons comme ça, là, je pense qu'on aura des difficultés quand même. D'accord. Moi, je note, c'est structurant, le projet que vous mettez en œuvre. C'est bien. Moi, je suis d'accord avec vous, effectivement, que l'agriculture familiale peut contribuer énormément à notre développement. Maintenant, la question que j'ai envie de poser, parce que, comme il l'a dit, il y a certains produits, certains pesticides et engrais qu'on ne doit pas utiliser lorsqu'on pratique l'agriculture bio. Est-ce que dans cet élan, vous associez aussi certaines réalités, parce que vous savez qu'on est en mutuelle évolution, il y a certaines choses sur lesquelles il faut forcément faire avec. Je vais parler, par exemple, de la recherche. Est-ce que au niveau de la recherche locale, vous associez ces chercheurs burkinabés-là à ce que ces derniers puissent vous accompagner dans cette promotion de l'agriculture familiale bio? D'accord, merci bien. Vous savez, notre approche au niveau de SOS FAIR, c'est le faire faire. Le faire faire dans ce sens que nous, en tant qu'ONG, nous ne sommes pas directement sur le terrain pour mener les activités. Nous identifions des partenaires qui ont une vision, une valeur qui est en adéquation avec la nôtre et qui aussi ont des axes d'intervention qui peuvent nous intéresser, avec lesquels nous pensons pouvoir élaborer des projets ensemble. Et lorsque nous faisons effectivement, il y a eu des cas où ces organisations locales, parce que nous travaillons avec des ONG locales, nous travaillons avec des organisations fêtières de base qui, dans leur démarche, font aussi recours à la recherche pour expérimenter certaines pratiques et aussi recevoir des conseils et valoriser les savoirs paysans aussi. Bon, il y a un point qui m'intéresse dans vos domaines d'action, c'est la question du financement rural agricole. Parce qu'on sait que dans ce milieu-là, moi j'ai pu tourner un peu, j'ai vu les femmes qui sont même en association et autres. L'un des problèmes premiers, c'est l'accès au financement. Les banques ne développent pas forcément des crédits qui soient adaptés à leur réalité. Concrètement, pour vous, comment est-ce que vous accompagnez ? Alors, nous avons actuellement un projet que nous mettons, un programme, j'allais dire parce que c'est un programme étalé sur 7 ans, sur effectivement l'inclusion financière agricole, dont l'objectif, c'est de contribuer à l'inclusion financière agricole. Et à ce titre, nous avons développé pas mal d'approches, pas mal d'outils pour travailler d'une part avec les organisations de producteurs et d'autre part avec les institutions financières. Parce qu'il faut le dire aussi, quand deux acteurs ne se connaissent pas, il y a la méfiance. C'est difficile de pouvoir effectivement conjuguer les intérêts ensemble pour travailler. Donc, nous savons qu'au niveau des producteurs, il y a un travail à faire, et au niveau aussi des institutions financières, il y a un travail à faire. Et donc, nous essayons de faire ce travail et de le mettre ensemble aussi dans un cadre de dialogue et d'échange pour vraiment créer ce climat de confiance-là. D'accord. Moi, j'aurais une dernière question. Je vais revenir sur le festival. À peine commencé jeudi, c'est terminé samedi. Oui. La deuxième édition, vous ferez plus longue, quoi. Notre ambition, en tout cas, c'est d'avoir une deuxième édition de ce festival et pourquoi pas plusieurs éditions au Burkina. Et aussi, ne pas se limiter à Ouaga, donc aller un peu plus aussi en milieu rural. Et donc, je suppose que au moment justement de cette première, nous allons tirer déjà les leçons de cette première édition et nous verrons effectivement comment réadapter certaines choses pour répondre au mieux aux attentes des festivaliers. Oui, dernière question. D'accord. Moi, c'est toujours au niveau de la finance rurale que j'aimerais revenir. Oui. Vous avez le Fonds belge qui vous soutient énormément dans votre projet. Et on sait aussi que les finances au niveau des ONG de développement comme le vôtre, et c'est pas comme les institutions des finances classiques qu'on connaît. Alors, il y a aussi le risque que ces fonds-là ne soient pas vraiment alloués à ce pourquoi ça a été donné. Comment vous faites pour faire la part des choses? Je veux dire, qui sont éligibles par rapport à ces différents fonds que vous octroyez sur le terrain?
Alors, ce que vous dites est effectivement pertinent, c'est qu'on a effectivement tenu compte de ces aspects-là dans notre démarche de concilier les acteurs de microfinance ou des banques avec les producteurs, parce que nous restons en marge et nous n'allons pas directement faire le financement. Donc, nous passons par ces institutions financières-là avec lesquelles nous signons des conventions qui travaillent, parce que si nous le faisons ainsi aussi, nous avons celui de faire une distorsion du marché financier. Ce n'est pas notre ambition, c'est de pouvoir amener les organisations paysannes agricoles à être des acteurs responsables aussi de la finance agricole et d'être des acteurs reconnus à qui on a confiance et qui peuvent effectivement moderniser l'exploitation agricole pour répondre aux défis de la sécurité alimentaire. Merci bien, Madame Alimata Sabadogo. Merci de m'avoir invité pour dire que c'est fait un plaisir d'être là avec vous ce soir. Un plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes représentante pays de SOS Fin, économiste de formation, comme on le disait, et quelqu'un qui a fait aussi carrière dans le domaine bancaire. Nous allons poursuivre ce JDS avec une autre actualité. Cela concerne la fêtière des transitaires et commissionnaires en douane agréés du Burkina Faso qui était en assemblée générale. L'association a réuni ses membres pour dresser le bilan des activités menées en 2020. Un bilan moins réluisant dû à la pandémie à coronavirus et la désactivation, on se rappelle, des agréments de certains transitaires non à jour en fin d'année. Tout ceci témoignait donc d'une année difficile pour ce qui est de 2020. Après avoir dressé donc le bilan, les transitaires et commissionnaires en douane agréés ont défini leur objectif pour 2021. Le détail avec Michael Tougri. À cette assemblée générale, l'association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane agréés du Burkina Faso a passé en revue les activités menées en 2020. De façon générale, explique le président de l'association, en dépit de la pandémie à coronavirus qui a impacté les activités de transit, l'instance de rencontre peut dresser un bilan. Un bilan donc jugé mitigé. Mais qu'à cela ne tienne, l'association peut se satisfaire des différentes actions menées auprès de ses partenaires. Rencontrer nos partenaires, à savoir l'administration des douanes, on a pu rencontrer l'association professionnelle des assureurs, on a pu rencontrer l'association professionnelle des banques pour échanger avec eux suite aux mesures qui ont été prises par l'administration des douanes, à savoir la production des différentes cautions de 50 millions, de 25 millions. À l'heure où je vous parle, sauf erreur de ma part ou update de la liste, nous sommes à 74 maisons de transit qui sont à jour, qui sont connectées et qui travaillent légalement. Pour 2021, c'est une association qui veut désormais parler d'une seule et même voix. Pour cela, l'Assemblée générale a invité tous les transitaires et commissionnaires en douane agréés de rejoindre l'association. 2021, pour cette association, c'est aussi la formation des membres afin d'être en phase avec les dispositions juridiques qui régissent le métier. On a étayé un programme d'activité avec les personnes ressources au niveau de la douane et au niveau de la société civile. Nous allons donc organiser des modules de formation pour nos membres pour qu'ils aient un renforcement de capacité pour mener à bien leurs activités. C'est le lieu pour moi de faire un appel à tous ceux qui ne sont pas dans l'association. Déjà, il y a un texte de l'UOMOA, en l'occurrence le règlement 10, qui dit à un de ces articles que toutefois qu'une personne morale gagne un agrément, il y est fait obligation d'appartenir à une association. Et l'association, c'est la seule au Burkina, c'est la fêtière. Nous avons à notre sein presque tous les grands groupes de transitaires. L'association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane agréés du Burkina Faso compte en son sein 160 membres. À cette assemblée générale, les différents participants sont venus des différents postes frontaliers douaniers du Burkina Faso. Nous sommes d'ailleurs sur ce plateau avec M. Boubacar Zouré, il est le secrétaire général de l'association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane agréés. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Donc, on a écouté l'élément tout à l'heure, hein. Vous avez dit il y a un rectificatif déjà sur le nombre. Oui, effectivement, nous avons plutôt 116 sur 287. Voilà. Agréés, commissionnaires agréés en douane. D'accord. Déjà, pouvez-vous nous présenter déjà l'association pour qu'on comprenne les missions, qui sont vos objectifs? Ok. Permettez-moi déjà de vous remercier pour nous avoir donné cette opportunité pour parler de notre
notre métier. Et il faut noter que c'est un métier très mal connu par plusieurs personnes et c'est l'occasion pour nous de parler de l'association. Il faut noter que la PTCDA, c'est comme on l'appelle l'association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane. Cette association a été créée en 2003 et depuis 2003 nous essayons de défendre en fait notre secteur. Il faut se dire que c'est une association qui a été créée pour répondre en fait à plusieurs défis. D'abord il y a le texte communautaire de l'UEMOA, le règlement 10 de l'UEMOA qui exige à ce que tout commissionnaire en douane agréé fasse partie d'une corporation. Ça c'est d'abord un premier élément. Le deuxième élément c'est la loi 64 du CNT qui oblige en fait, qui notifie en fait la liberté d'association et éventuellement c'était aussi pour répondre à une recommandation de la Direction générale des douanes qui voulait un interlocuteur unique parce que c'était difficile de communiquer avec les uns et les autres et c'est ainsi que nous avons créé cette association. Allez-y. Alors moi je vais tout de suite, Geoffroy, si vous le permettez, lever un lièvre, c'est de faire une certaine différence parce que pour l'homme profane que nous sommes, quelle différence fait-on entre un transitaire et un déclarant en douane? Ok. Et en quoi éventuellement consiste spécifiquement chaque métier? Ok, bon, c'est vrai, on entend tout le temps, c'est vrai que on parle de transitaire. Le transitaire, c'est tout ce qui intervient dans la chaîne de transit. Donc, tout ce qui intervient, ça peut être des magasiniers, ça peut être des manutentionnaires, ça peut être également des armateurs, tout cela. Commissionnaire en douane agréé, c'est comme ce qu'il le dit, on peut l'appeler encore des courtiers en douane. D'ailleurs, sur l'accord sur la facilitation des échanges, on notifie clairement, à savoir des courtiers. Là, il faut plutôt avoir un agrément. L'agrément est délivré par le ministère, par arrêté d'ailleurs, ministériel, le ministère de l'économie. Et il faut absolument avoir cet agrément pour pouvoir exercer ce métier de commissionnaire en douane. Ce qui fait la différence entre un transitaire et un commissionnaire en douane agréé. Donc c'est l'agrément. Le transitaire, il n'a pas besoin forcément d'agrément, mais le commissionnaire, obligatoirement un agrément. Exactement. Exactement. Puisque le transitaire n'est pas forcément un déclarant en douane. Le transitaire peut être un passeur, il peut être tout autre qu'une fonction de déclarant en douane. D'accord. Mais justement, quels sont les préalables? Parce que quand on voit la question du transitaire, il y a plus, je veux dire que c'est transversal pour tous ceux qui interviennent dans la question du transit. Maintenant, pour le déclarant en douane, qu'est-ce qu'il faut? Vous parlez d'agrément. Est-ce qu'il y a un cursus d'abord à avoir fait? Il y a une formation qui est préalable. Qu'est-ce qu'il faut d'abord? Ok. Merci. C'est une question très importante. C'est d'ailleurs ce qui crée en fait beaucoup de polémiques dans notre métier. Pour être commissionnaire en douane agréé, il faut d'abord détenir un diplôme de commissionnaire en douane, qu'on appelle communément déclarant. Donc ça peut être niveau bac plus 2 comme niveau bac. Donc il y a plusieurs établissements qui délivrent ces formations et il faut d'abord détenir ces diplômes. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, bien sûr, pour pouvoir exercer, comme l'économie, les textes réglementaires le disent, il faut avoir son registre de commerce. Voilà, il faut avoir un registre de commerce et il faut également que l'activité que tu vas mener, la fonction de commissionnaire en douane soit une fonction principale. Voilà, donc il faut que ce soit une activité principale en tant que commissionnaire agréé. Et aussi, bien sûr, il faut avoir un numéro d'identification qu'on appelle UFU. Il faut déposer sa demande auprès de la direction générale qui se réunit moyennement 2 fois par an pour délivrer des agréments. Et c'est suite à l'obtention de cet agrément qui est, comme je le disais tantôt, qui est signé par arrêté ministériel, que vous pouvez maintenant procéder à d'autres
en remplissant certaines conditions. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir son agrément pour dire que je suis déjà transitaire. C'est ainsi qu'il faut mettre en place une garantie de 50 millions minimum et également un avis de crédit minimum de 25 millions. Voilà, il faut déjà, évidemment, il faut avoir un local. Un local, bien sûr, pour être identifié par le ministère de l'économie à travers non seulement la direction générale des douanes et aussi la direction générale des impôts. Maintenant, une autre question, parce qu'on essaie de comprendre et de découvrir votre métier. Le déclarant en douane, clairement, qu'est-ce qu'il fait? Le déclarant en douane, c'est celui-là qui prend à travers la marchandise, c'est-à-dire que lorsque vous avez une importation, vous avez un commerçant qui veut faire venir sa marchandise au Burkina, il s'adresse à un déclarant, c'est-à-dire à une société qui est agréée dans ce domaine. Ce déclarant, d'abord, va l'assister sur les préalables, parce qu'il y a des préalables à accomplir, et il y a aussi des textes réglementaires qui, en fonction du produit, qu'on vous permet en fait de suivre la procédure qui s'y est. D'abord, ça c'est le premier élément en tant que préalable. Ensuite, suivre la marchandise jusqu'à destination, parce que lorsque la marchandise va arriver, c'est encore ce déclarant qui va aller auprès de la douane, parce que le déclarant en douane, c'est le seul interlocuteur de la douane. C'est un intermédiaire. Okay. Donc, c'est en ce moment qu'il fait maintenant la prise en charge de la marchandise. Il déclare la marchandise comme il se doit, en fonction d'une nomenclature qui est bien précise. Et en fonction de cela, il dégage le montant des droits et taxes. Il veille à ce que ce montant, les droits, soient payés avant de pouvoir obtenir en fait son bon à enlever. Et c'est à partir de cela que le commerçant peut avoir sa marchandise et puis mener maintenant ses activités à bon terme.